Le désert algérien, vaste, silencieux et apparemment immuable, cache parfois des secrets mortels. Sous son apparente quiétude, des menaces se creusent, se structurent et patientent pour frapper. Ce n'est pas un scénario de fiction, mais la réalité glaçante qui a été déjouée fin 2025. Alors que les populations du Maghreb se préparaient aux fêtes de fin d'année, un plan d'une violence inouïe, conçu dans les entrailles du sable à la frontière tunisienne, était sur le point d'être exécuté. Il visait à replonger la région dans l'horreur et l'instabilité. Ce récit est celui de la course contre la montre qui a opposé les forces de sécurité algériennes à l'ombre terroriste. Il détaille minute par minute, preuve à l'appui, comment un renseignement de haute volée, une planification chirurgicale et une exécution implacable ont permis d'éviter une catastrophe majeure. Ceci n'est pas un simple fait d'armes, c'est une leçon de stratégie sécuritaire et un tournant géopolitique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des analyses approfondies sur la sécurité nationale et les enjeux stratégiques de la région. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter l'actualité avec la rigueur et la précision qu'elle mérite. Maintenant, plongeons au cœur de l'événement. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, nous levons le voile sur une opération militaire qui a changé la donne sécuritaire au Maghreb. Oubliez les rumeurs, dépassez les simples dépêches d'agence. Nous allons détailler, avec une précision inédite, comment l'armée algérienne a localisé, encerclé et anéanti l'une des bases terroristes les plus sophistiquées jamais découvertes dans la région. L'opération Aigle de Fer 2025 n'est pas qu'une réussite tactique, c'est un signal stratégique adressé à tous les ennemis de la stabilité. Le théâtre de cette confrontation épique, la wilaya de Tébessa, à moins de 3 km de la frontière tunisienne, dans une zone désertique hypersensible. Un lieu de passage historique pour tous les trafics, de la contrebande aux infiltrations. Mais cette fois, les services algériens sont tombés sur bien plus qu'un camp de fortune. Ils ont mis à jour un cauchemar logistique et stratégique. Un complexe souterrain conçu pour durer, pour résister aux assauts et pour projeter la terreur à grande échelle. Ce n'était pas un refuge, mais une plateforme offensive. Imaginez un réseau de tunnels renforcés, creusés mécaniquement, formant un labyrinthe enterré de plus de 100 mètres. Un atelier dédié à la fabrication et à l'armement de drones FPV, équipé d'imprimantes 3D pour produire des pièces sur mesure. Des stocks d'explosifs militaires, soigneusement conditionnés et protégés sous des dalles de béton armé. Un centre de communication satellitaire avec des antennes dissimulées sous de faux rochers, conçu pour rester opérationnel même en cas de brouillage partiel. Pour soutenir une présence permanente, les terroristes avaient même aménagé une infirmerie complète, une cuisine collective et des dortoirs climatisés. Tous les indices convergeaient vers une cellule structurée, disciplinée et terriblement bien financée. Mais la découverte la plus effrayante ne fut pas matérielle. Elle était inscrite sur des documents saisis, un plan d'attentat coordonné, ciblant simultanément l'Algérie et la Tunisie, programmé pour la période la plus sensible de l'année, les fêtes de fin d'année et les grands rassemblements religieux. L'objectif était sans ambiguïté, infliger un choc massif aux sociétés, semer la panique, faire vaciller les institutions et faire ressurgir les fantômes des années de plomb des années 90. La menace n'était plus virtuelle ou lointaine. Elle était imminente, concrète et d'une ampleur régionale. Tout commence fin août 2025, dans la routine apparente d'une mission de surveillance aérienne. Un drone stratégique Wing Lung 2, volant à plus de 12 000 mètres d'altitude, balaie méthodiquement, pixel par pixel, l'immensité désertique. Soudain, les opérateurs repèrent une anomalie thermique dans une cuvette sablonneuse isolée, loin de toute route, de tout village, de toute activité humaine légitime. L'œil électronique insiste, zoome, affine les filtres. Les formes qui émergent des données sont troublantes. Des traces de pneus qui ne mènent nulle part, des lignes géométriques trop parfaites pour être naturelles, et surtout, une structure rectangulaire qui semble littéralement émerger du sol, comme une tombe géante camouflée. L'analyse approfondie des images révèle l'étendue du camouflage. Un immense filet de dissimulation, teint aux couleurs du sable, couvre plusieurs centaines de mètres carrés. Des panneaux solaires à faible réflexion assurent une autonomie énergétique discrète. Un puits foré en profondeur, équipé d'une pompe électrique silencieuse, garantit l'approvisionnement en eau. Plus inquiétant encore, un générateur diesel enterré, dont les échappements sont baflés pour étouffer tout bruit détectable. L'activité, elle, est essentiellement nocturne. Les capteurs infrarouges capturent des colonnes de pick-up Toyota, phares éteints, approchant dans l'obscurité la plus totale. Ils déchargent des cargaisons lourdes, certaines arborant des inscriptions en cyrillique ou en anglais, trahissant une provenance liée à d'anciens stocks militaires libyens dispersés depuis 2011. Ces convois sont parfois escortés par des éclaireurs sur moto tout-terrain, qui quadrillent le périmètre à plusieurs kilomètres à la ronde pour prévenir toute mauvaise surprise. Face à ces preuves irréfutables,
plus une seconde n'est à perdre. En moins de 72 heures, une cellule de crise permanente est activée, fédérant tous les services de renseignement algériens. DRS, Département du renseignement et de la sécurité, et Direction générale de la sûreté nationale, dans un effort commun et cloisonné. Toutes les sources humaines disponibles sont sollicitées. Un passeur de carburant retourné, depuis des années, un ancien djihadiste intégré dans un programme de déradicalisation qui fournit des éléments contextuels cruciaux, un informateur infiltré dans les circuits commerciaux transfrontaliers opaques, et même un chauffeur routier opérant entre la Libye et la Tunisie. Ce maillage humain permet de recouper et de donner du sens aux observations techniques. Parallèlement, les systèmes de guerre électronique les plus avancés de l'ANP entrent en action. Des communications radio cryptées sont progressivement percées, révélant un langage codé glaçant. Les conversations interceptées font mention d'un émir attendu depuis Tripoli, de financements transitant par le Golfe, de colis spéciaux, euphémisme pour les ceintures explosives, en partance de Dubaï, et surtout du nom de code de l'opération terroriste, Al-Fat al-Mubin, la victoire éclatante. Cette arrogance dans la dénomination en dit long sur la confiance des terroristes dans leurs plans. La confirmation ultime vient des satellites de reconnaissance les plus performants. Les images en très haute résolution permettent aux analystes militaires de cartographier le site avec une précision chirurgicale. Le bilan est accablant. Près de 40 combattants en rotation permanente, 4 tunnels interconnectés formant un véritable quartier général souterrain, un dépôt de munitions enterré à 6 mètres de profondeur et protégé par une chape de béton, un atelier de drones opérationnels avec des composants en cours d'assemblage, et un centre de communication relié à des serveurs basés à l'étranger. La reconnaissance faciale automatisée, croisée avec des bases de données internationales, identifie des visages connus et redoutés, d'anciens officiers de l'armée libyenne passés au SA. Salafisme djihadiste, des cadres expérimentés de groupes comme l'État islamique ou AQMI recherchés par Interpol, des experts en explosifs formés sur les champs de bataille syriens et irakiens, et même des combattants venus d'Europe, trahissant la dimension transnationale de la menace. Le plan trouvé, reconstitué par les cyber-experts à partir de fragments de données, est d'une froideur mécanique. Il prévoit des attentats suicides synchronisés dans des lieux de forte affluence, marchés, stades, transports en commun, des attaques contre des infrastructures énergétiques critiques, le ciblage de symboles étatiques et de personnalités, et potentiellement des prises d'otages. L'aspect transfrontalier était crucial. Frapper des deux côtés de la frontière pour saturer les capacités de réponse et créer un sentiment d'effondrement régional. Le financement, estimé à plusieurs millions de dollars, transitait par un labyrinthe de sociétés écrans, d'associations pseudo-humanitaires et de comptes bancaires offshore, illustrant la sophistication logistique du réseau. C'est à ce moment précis que l'état-major algérien prend la pleine mesure de l'urgence. Une conclusion s'impose. Si les explosifs et les kamikazes quittent cette base, la fenêtre d'opportunité pour les intercepter sans causer de pertes civiles massives se réduira à presque rien. Le feu vert pour une opération de neutralisation est donné. Chaque minute de délai représente un risque calculé, mais inacceptable. La décision est prise. Il faut frapper, et frapper fort, avant que la menace ne se déploie. L'opération reçoit le nom de code Aigle de Fer 2025. Ce choix n'est pas anodin. Il symbolise la domination aérienne absolue, la précision chirurgicale des frappes, la dureté de la riposte et le caractère décisif de l'action. La planification qui suit est un chef-d'œuvre de logistique militaire et de secret opérationnel. Plus d'1 millier d'hommes provenant d'unités d'élite sont mobilisés dans le plus grand silence. Les forces spéciales de l'ANP, les unités d'intervention rapide de la gendarmerie nationale, des éléments mécanisés pour le bouclage périmétrique, sans oublier les appuis aériens, hélicoptères d'attaque et drones, et les unités de guerre électronique. Le cloisonnement de l'information est total. Aucune communication non sécurisée n'est autorisée. Les commandants de terrain ne reçoivent les détails complets de leurs objectifs qu'au tout dernier moment, selon le strict principe du besoin d'en savoir. L'objectif global est triple. Anéantir la capacité offensive de la base, neutraliser ou capturer le maximum de terroristes, en priorité les cadres, et empêcher toute explosion incontrôlée ou toute tentative de fuite vers la Tunisie voisine. La marge d'erreur est délibérément fixée à 0. La nuit d'exécution est choisie avec un soin extrême. Les renseignements indiquent que plusieurs émirs et responsables logistiques sont présents sur le site. Ils indiquent aussi qu'une partie des explosifs est déjà conditionnée et pourrait être déclenchée en cas d'assaut perçu. Il faut donc agir par surprise, avec une violence contrôlée et foudroyante. L'exécution, les heures où le désert a tremblé. À 3h30 du matin, alors que la base terroriste est plongée dans l'obscurité et qu'une partie de ses occupants dort, la première phase, invisible et silencieuse, se déclenche. Les systèmes de guerre électronique de l'ANP, déployés sur des véhicules spécialisés et en vol, émettent un brouillage large spectre d'une puissance inédite.
En quelques secondes, un blackout électromagnétique total s'abat sur la zone. Toutes les fréquences radio sont saturées de bruit, les liaisons satellites sont coupées, et même les téléphones par satellite deviennent inutilisables. Les terroristes se retrouvent brutalement sourds, muets et aveugles vis-à-vis du monde extérieur. Leur QG enterré vient de devenir leur prison. 18 minutes plus tard, à 3h48, la précision fait son œuvre. Des drones d'attaque et des hélicoptères d'assaut, positionnés en attente, lancent une salve de missiles guidés et de roquettes de précision. Les cibles sont soigneusement sélectionnées. Les entrées secondaires des tunnels, pour piéger les occupants à l'intérieur, les postes de garde périphériques, les véhicules stationnés à l'extérieur, et les groupes électrogènes de surface. Aucune frappe n'est aveugle. Chaque engin est guidé par laser ou GPS pour frapper avec une précision métrique. L'objectif n'est pas encore la destruction totale, mais la désorganisation immédiate, la paralysie des réactions et la création d'un état de choc psychologique. 2 minutes après le début des frappes aériennes, à 3h50 précises, l'assaut terrestre est lancé. Des hélicoptères lourds de transport déposent, en rappel et en fast rope, des équipes de commandos aux 4 coins du site. Leur mouvement est rapide, silencieux et méthodique. Ils prennent immédiatement position pour contrôler les issues potentielles. Simultanément, des colonnes de véhicules blindés, des MRAP et des véhicules de combat d'infanterie atteignent leur position, verrouillant un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour de la zone. Aucun véhicule ne peut entrer ou sortir. Le piège est parfaitement refermé. À l'intérieur du complexe, c'est la confusion totale. Réveillés en sursaut par les explosions, coupés de leur commandement, certains terroristes tentent de se réfugier au plus profond des galeries. D'autres, dans un réflexe désespéré, cherchent à saisir leur ceinture explosive pour se faire sauter, mais la coordination nécessaire fait défaut. La panique est reine. C'est alors que commence la phase la plus périlleuse et la plus technique, le nettoyage des tunnels. Équipés de caméras sur perche, de détecteurs de mouvement et de matériel de vision nocturne de dernière génération, les forces spéciales algériennes progressent avec une lenteur calculée. Chaque couloir, chaque embranchement, chaque porte est traitée comme un piège potentiel. Des échanges de tirs brefs et violents éclatent lorsqu'un terroriste refuse de se rendre. La supériorité tactique, l'entraînement et l'équipement des forces gouvernementales font la différence. Plusieurs assaillants sont neutralisés. Dans 2 cas, des terroristes isolés parviennent à activer leur dispositif explosif. Grâce à des procédures de mise à distance sécurisées et à l'utilisation de robots démineurs téléguidés introduits dans les tunnels, les charges sont désamorcées ou déclenchées de manière contrôlée, sans causer d'effondrement majeur ni de perte parmi les assaillants. La technologie et la discipline ont triomphé du fanatisme suicidaire. À l'aube, vers 5h30, les derniers coups de feu s'éteignent. Un silence lourd, chargé de poussière et de l'odeur de la poudre, retombe sur le désert. L'opération Aigle de fer est terminée. À 6h, le drapeau algérien est planté sur les décombres fumants de ce qui fut, quelques heures plus tôt, le cœur d'une menace existentielle. Le bilan et les saisies, l'ampleur de la menace dévoilée. Le bilan humain de l'opération parle de lui-même. 28 terroristes neutralisés, tués au combat, parmi lesquels se trouvaient plusieurs chefs opérationnels et des experts en explosifs de haute valeur. 13 autres ont été capturés vivants, dont des coordinateurs financiers et des logisticiens dont les interrogatoires s'annoncent cruciaux. Du côté des forces de l'ordre, le bilan est remarquable. Un seul soldat légèrement blessé, aucune perte civile, aucune explosion incontrôlée. Sur le plan tactique, c'est une réussite presque parfaite. Mais c'est l'inventaire des saisies qui révèle pleinement l'ampleur et la nature du danger. Les forces de sécurité découvrent un arsenal digne d'une petite armée. Des dizaines de fusils d'assaut de type AK-74 et M4, des armes de précision équipées de lunettes à vision nocturne, des lance-roquettes RPG-7. Près de 700 kg d'explosifs de qualité militaire, du C4, du TNT, conditionnés et prêts à l'emploi. 48 ceintures explosives complètes, équipées de détonateurs et de charges à fragmentation. Une vingtaine de drones FPV, First Person View, modifiés pour servir de bombes volantes guidées, dont certains étaient déjà programmés avec des coordonnées de cibles présumées. Plusieurs véhicules pick-up transformés en VBIE, véhicules bourrés d'explosifs improvisés. Un trésor de guerre conséquent, plus de 2 millions de dollars en liquide, en billets de différentes devises, ainsi que des lingots d'or. Des documents de voyage falsifiés, des dizaines de passeports, algériens, tunisiens, libyens, européens, avec des photos des terroristes mais sous de fausses identités. Le butin le plus précieux pour les enquêteurs, des ordinateurs portables chiffrés, des clés USB et des disques durs externes. Une fois partiellement décryptés, ils livrent une mine d'informations.
Les plans détaillés des attentats avec des listes de cibles et des photos de repérage, l'organigramme complet du réseau avec ses relais en Libye, en Turquie et au Moyen-Orient, des relevés de comptes bancaires offshore, des carnets d'adresses de contacts internationaux, et même des vidéos de propagande déjà montées, prêtes à être diffusées sur les réseaux sociaux après les attaques pour en revendiquer la paternité. Amplifier la terreur. Les suites, répercussions et nouveaux paradigmes sécuritaires. Les conséquences de cette opération furent immédiates et à plusieurs niveaux. Sur le plan sécuritaire immédiat, des milliers de soldats supplémentaires ont été déployés en urgence le long des frontières est et sud du pays. Certains points de passage officiels avec la Tunisie ont été fermés temporairement pour filtrer tous les mouvements. Les interrogatoires des capturés ont déclenché une vague d'arrestations préventives en Algérie et sur la base d'informations partagées, en Tunisie. Des comptes bancaires liés au réseau ont été gelés en Algérie et dans plusieurs places financières étrangères. Sur le plan diplomatique, des réunions d'urgence au plus haut niveau ont eu lieu entre Alger et Tunis. La coopération sécuritaire bilatérale, déjà existante, a été resserrée et formalisée par la mise en place de patrouilles mixtes le long de la frontière commune. L'Algérie a officiellement partagé une partie des renseignements avec ses partenaires, démontrant son rôle de pilier de la stabilité régionale et sa volonté d'une approche collective face au terrorisme. Sur le plan sociétal, dans les villages de la région frontalière de Tébessa, une scène émouvante s'est produite. À l'annonce du succès de l'opération, des habitants sont spontanément sortis dans les rues. Ils ont applaudi les convois militaires de retour, brandissant des drapeaux algériens et tunisiens côte à côte. Pour des populations longtemps exposées à l'inquiétude liée à l'instabilité voisine, cette opération a représenté un immense soulagement, une preuve tangible de la protection de l'État. Aujourd'hui, le site de l'ancienne base n'est plus qu'un cratère soigneusement comblé et surveillé. Il est gardé 24h/24 par des unités permanentes et survolé régulièrement par des drones pour prévenir toute velléité de retour. Mais sa destruction symbolise bien plus qu'une victoire tactique. L'opération Aigle de Fer 2025 marque un tournant stratégique. Elle valide plusieurs réalités. La maturité du renseignement algérien, la synergie entre surveillance technologique de haute volée, drones, satellites, guerre électronique et renseignement humain profond a permis de détecter, analyser et comprendre la menace dans ses moindres détails. Avant qu'elle ne passe à l'acte. La capacité d'action interarmes, l'intégration parfaite entre forces spéciales, aviation, unités blindées et soutien électronique a permis une exécution rapide, précise et avec un minimum de risques collatéraux. Une doctrine clarifiée. Le message est désormais limpide, adressé à la fois aux groupes terroristes et à leurs éventuels commanditaires régionaux. L'Algérie a établi une ligne rouge intangible concernant sa sécurité nationale et la stabilité de son voisinage immédiat. Toute tentative d'établir des sanctuaires ou des plateformes offensives sur son territoire ou à ses frontières sera détruite avec une force proportionnée et préemptive. Le contrôle affirmé du territoire. Avec ses 6500 km de frontières, l'Algérie démontre qu'elle en a désormais la maîtrise totale. Elle voit, elle écoute, elle anticipe, et quand la menace devient critique, elle a la capacité et la volonté politique de frapper, vite, fort et juste. Le désert a tremblé sous les frappes précises. Les chenilles des blindés ont labouré le sable autour du repère démantelé. L'air a porté l'odeur de la poudre et de la fin d'un cauchemar. Cette opération n'est pas un coup d'éclat médiatique. C'est l'affirmation d'une souveraineté et d'une responsabilité régionale. Elle ne signifie pas que la menace terroriste a disparu, elle est polymorphe et persistante. Mais elle établit une certitude. Face à l'armée algérienne, forgée dans les épreuves de l'histoire et modernisée pour les défis du XXIe siècle, aucun projet de chaos ne pourra désormais s'enraciner impunément. Le Maghreb respire un peu plus librement, non par naïveté, mais parce qu'un rempart s'est montré à la fois vigilant et inflexible. Merci d'avoir suivi cette analyse exhaustive. Les suites judiciaires et politiques de cette affaire promettent d'être tout aussi cruciales. Restez connectés avec Algérie Puissance pour le décryptage des prochains développements. À très bientôt.